À 17 ans, j'ai été rejeté à cause d'un mensonge ignoble inventé par ma cousine. Des années plus tard, elle m'a retrouvé, exigeant de l'argent en échange de son silence. C'est à cet instant précis que j'ai laissé éclater toute la rage que j'avais enfouie et que j'ai réduit sa vie en cendres. J'avais 32 ans lorsque je me suis souvenu comment tout avait commencé, bien que les images de cette époque n'aient jamais cessé d'être nettes. À 17 ans, je travaillais à mi-temps dans un garage à la périphérie de Lyon, gagnant environ 9 € de l'heure. C'était en novembre 2010, un jeudi soir, et je venais de finir de changer les plaquettes de frein d'une Mercedes. Je suis rentré chez moi vers minuit, épuisé mais serein. Ma cousine Isolde vivait 3 maisons plus bas avec mon oncle et ma tante. C'était la fille parfaite du clan, 15 ans, sportive, déléguée de classe au lycée, l'étoile typique de la famille. Mais ce soir-là, elle avait séché les cours pour sortir avec un garçon plus âgé, un élève de terminale qu'elle essayait d'impressionner depuis un certain temps. Un ami de la famille l'a vu l'embrasser sur le parking d'un centre commercial et a prévenu ses parents. J'étais dans ma chambre en train de jouer à un jeu vidéo quand les cris ont commencé. Ma fenêtre donnait directement sur leur maison et le vacarme était si fort que même les voisins pouvaient l'entendre. Mon oncle était hors de contrôle et ma tante pleurait comme si on venait de lui annoncer une terrible nouvelle. Le drame typique de gens qui ne supportent pas de découvrir que leur fille n'est pas aussi parfaite qu'elle en a l'air. J'ai monté le volume du jeu et décidé d'ignorer le tout. Quelques minutes plus tard, mon téléphone s'est mis à sonner sans arrêt. Avant que je puisse le regarder, ma mère a fait irruption dans ma chambre sans frapper. Descends tout de suite. Son expression n'était pas celle de l'inquiétude, mais de l'accusation. J'ai descendu les escaliers et trouvé mon oncle et ma tante assis sur le canapé. Isolde était avec eux, le maquillage coulé, tremblant comme si elle avait vécu une véritable tragédie. Mon père se tenait dans un coin, les bras croisés, avec ce visage de celui qui est sur le point de voir quelqu'un se faire réprimander et qui ne compte pas intervenir. Mon oncle a parlé le premier avec une froideur glaçante. « Dis-lui ce que tu nous as dit. » Et Isolde a levé les yeux vers moi. « Je suis désolé, Alaric, a-t-elle murmuré. Je ne voulais rien dire, mais j'avais peur. Mon corps s'est glacé. Peur de quoi? Il m'envoie des messages depuis des mois. Des messages inappropriés. Elle a dégluti. Aujourd'hui, j'ai séché les cours parce qu'il a dit que si je ne le voyais pas, il montrerait les messages à tout le monde. Le sol s'est dérobé sous mes pieds. Ce n'est pas vrai. Je n'ai même pas ton numéro, lui ai-je dit. Nous avons vu les messages, est intervenue ma tante. Ton nom, ton numéro, tout. Isolde avait tout falsifié et pourtant, personne n'a douté une seule seconde. Tu traites ma fille de menteuse? A grogné mon oncle en se levant. Il mesurait plus d'1,90 m et avait joué au rugby à un bon niveau. La veine de son cou était saillante de fureur. Oui, ai-je répondu. C'est exactement ce que je dis. Il a fait un pas vers moi comme s'il allait me frapper. Tu es un malade. Elle a 15 ans. J'ai répété encore et encore que je n'avais rien fait. Mon père, qui était resté silencieux, a finalement réagi. Donne-moi ton téléphone. Je le lui ai tendu et il l'a examiné devant tout le monde. Il n'y avait absolument rien de compromettant, car rien ne s'était passé. Mais alors, Isolde a lâché la phrase qui a scellé mon destin. Il les a sûrement effacés. C'était comme si cette simple phrase les avait tous convaincus. Les faits n'importaient plus, ma parole n'importait plus, ma vie n'importait plus, seule comptait l'image de victime parfaite qu'elle était en train de fabriquer. Ma mère pleurait, mais pas pour moi. Elle pleurait parce qu'elle croyait qu'Isolde avait souffert. Fais tes valises, a ordonné mon père. Tu ne dormiras pas dans cette maison. J'ai essayé de m'expliquer, mais il n'a rien voulu entendre. Il m'a jeté le téléphone à la poitrine. Tu as 30 minutes. Ce qui ne rentre pas dans ta voiture sera donné demain. J'ai regardé ma mère une dernière fois. Elle n'a même pas soutenu mon regard. 30 minutes, 17 ans réduit à un sac à dos, 2 sacs poubelles, ma console de jeu, quelques outils et les 400 € que j'avais économisés avec mon travail. J'ai laissé derrière moi ma chambre, mes affaires et ma famille. Cette nuit-là, j'ai dormi sur le parking d'un Carrefour dans ma vieille Clio de 2004. Au lever du jour, j'avais plusieurs messages de mon père. J'étais officiellement exclu de la famille, sans soutien financier, sans mutuelle, sans rien.
Le lundi, tout le monde était au courant. Mon patron au garage ne m'a pas licencié, il a simplement cessé de me mettre sur les plannings. Héloïse, ma petite amie, a arrêté de répondre à mes messages. Mes amis agissaient comme s'ils ne me connaissaient pas. Dans les petites villes et les banlieues, une accusation suffit pour tout détruire, peu importe si elle est vraie. J'ai tenu 2 semaines de plus près de Lyon. 2 semaines de regards accusateurs au supermarché. 2 semaines de gens qui changent de trottoir en me voyant. 2 semaines à être traité comme un prédateur sans avoir rien fait. Le point final a été quand je suis sorti de la salle de sport et que j'ai trouvé le mot au pervers gravé avec une clé sur la portière de ma voiture. Il y avait des témoins. Aucun n'a rien vu. Personne ne voulait s'impliquer. Ce soir-là, j'ai retiré mes 400 €, j'ai fait le plein et j'ai conduit vers le sud sans destination précise. Je n'ai pas regardé en arrière. Vivre dans sa voiture à 17 ans est aussi misérable que ça en a l'air. Je suis passé par Avignon, mais ça me semblait trop près. J'ai continué jusqu'à Marseille avec 50 € et un quart de réservoir. La ville était idéale, grande, jeune et suffisamment chaotique pour que personne ne pose trop de questions. Je dormais dans ma voiture derrière une salle de sport ouverte 24 heures sur 24, où je payais 10 € juste pour pouvoir me doucher. Je prenais n'importe quel travail, déménagement, terrassement, chargement et déchargement, paiement en espèces, nourriture bon marché, journées épuisantes, mais il y avait quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. La liberté. Personne ne me voyait comme un monstre, personne ne m'insultait, personne ne s'éloignait de moi. Pour la première fois depuis cette nuit-là, je ne portais plus le poids d'un mensonge qui avait failli ruiner ma vie. Obtenir un revenu fixe ne m'a pris que quelques semaines après avoir quitté la maison. Un chef de chantier m'a embauché sans poser de questions tant que j'arrivais à l'heure, que je travaillais dur et que j'acceptais le paiement en espèces chaque vendredi. Il était satisfait. C'est ainsi qu'après 3 mois de journées pénibles, j'ai pu réunir assez pour louer une chambre dans une colocation avec 4 autres gars. 200 € par mois pour un matelas par terre et l'accès à une salle de bain. Pourtant, après avoir dormi si longtemps dans la vieille Clio, cela me paraissait presque un palace. À 18 ans, j'ai obtenu mon DAEU, l'équivalent du baccalauréat. Le soir, j'ai commencé des cours en BTS, gestion, comptabilité, économie de base. J'avais toujours eu une facilité avec les chiffres, alors je me suis adapté rapidement. Le jour, je travaillais dans la construction. Le soir, j'étudiais, et les week-ends, j'ai lancé un petit projet parallèle. J'achetais des appareils électroniques en panne et je les revendais réparés. Tout a commencé avec une console de jeux cassée que j'ai eue pour 20 €. J'ai acheté une pièce pour 5 de plus et après l'avoir changée, je l'ai vendue pour 80. C'était facile, tant qu'on avait de la patience et du temps. En moins d'1 an, j'avais une méthode claire, visiter les magasins d'occasion et les dépôts-ventes, repérer les articles sous-évalués, les réparer et les mettre en ligne sur le bon coin. Ce n'était pas glamour, mais c'était mon propre chemin. En 2013, je vivais déjà dans un petit studio. Minuscule, oui, mais avoir un vrai lit, ma propre cuisine et aucun bazar d'autrui qui traînait partout me donnait l'impression d'avoir acheté un palais. J'ai continué à récupérer et à revendre de l'électronique, mais à plus grande échelle, ordinateurs portables, consoles, téléphones. J'ai aussi commencé à acheter des lots de liquidation entiers, les bonnes semaines, je réalisais plus de 2000 € de bénéfices. C'est alors que j'ai compris que je pouvais transformer cela en une véritable entreprise. En 2015, j'ai enregistré une SARL, Torres Électronique, dédiée à la réparation et à la revente. Peu de temps après, j'ai loué un petit entrepôt et j'ai embauché mon premier employé, un jeune nommé Olivier. Habile avec les ordinateurs, l'entreprise a grandi plus vite que je ne l'aurais jamais imaginé. Il y avait une énorme demande pour de l'électronique reconditionnée à bon prix, à condition qu'elle soit vraiment bien réparée. En 2018, j'avais déjà 6 employés et nous avions des contrats avec plusieurs entreprises locales pour gérer leur équipement. Ma vie professionnelle était en pleine ascension, ma vie personnelle un peu moins. J'avais du mal à avoir des relations durables. La peur constante que mon passé ressurgisse me poussait à garder les gens à distance. Je suis sorti avec quelques femmes, mais j'évitais que quiconque s'approche trop au point de commencer à poser des questions sur ma famille ou sur la raison pour laquelle je ne parlais jamais de ma vie avant 17 ans. Tout a changé en 2022 quand j'ai rencontré Pauline. Intelligente, directe et avec un sens de l'humour qui pouvait illuminer toute une pièce.
C'est elle qui m'a invité à sortir et cette initiative a fini par m'accrocher. Elle savait que je n'avais pas de contact avec ma famille, je lui ai simplement dit qu'il y avait eu un conflit sérieux quand j'étais jeune et que je préférais rester à l'écart. Elle n'a pas insisté. Elle a dit que nous traînions tous des parts de notre histoire que nous préférions laisser derrière nous. Au bout de 6 mois, nous vivions ensemble. 1 an plus tard, nous nous sommes fiancés. L'entreprise générait environ 300 000 € de bénéfices annuels. J'ai acheté une maison, une bonne camionnette et j'avais des économies considérables. Je ne me considérais pas comme riche, mais comme quelqu'un qui avait réussi à se construire une vie décente sans l'aide de personne. Depuis l'âge de 17 ans, j'avais tout fait seul, pas un centime hérité, pas de fonds pour les études, pas de filet de sécurité, juste ma volonté de ne pas laisser les mensonges d'Iseult ruiner mon avenir. Et puis mon téléphone a sonné, numéro inconnu. J'ai failli le laisser sonner, mais quelque chose m'a poussé à répondre. Allô, Alaric. Alaric Torres. La voix était plus rauque que la dernière fois que je l'avais entendue, mais je l'ai reconnue immédiatement. Mon corps s'est glacé. Mauvais numéro. Attends, ne raccroche pas, s'il te plaît. J'ai besoin de te parler. C'est important. J'aurais dû raccrocher. J'aurais dû bloquer le numéro, même jeter le téléphone par terre et l'écraser. Mais au lieu de ça, j'ai répondu, comment as-tu eu ce numéro? Je te cherche depuis des années. Ce n'était pas facile, mais je t'ai finalement trouvé grâce au registre de ton entreprise. Torres Électronique, on dirait que ça marche plutôt bien pour toi. J'ai senti ma mâchoire se crisper. Que veux-tu? J'ai entendu dire que tu t'étais fiancé. Félicitations. Il y avait du venin dans son ton. Pauline, c'est ça? Elle est jolie. Tu m'espionnes? Je traverse une période très difficile, Alaric. J'ai 2 enfants, de 2 pères différents, tous les 2 des bons à rien qui ne paient pas de pension alimentaire. Je travaille à mi-temps dans un institut de beauté, mais le loyer ne cesse d'augmenter et le coût de la crèche est une folie. Je suis en train de me noyer. J'ai pensé que tu pourrais m'aider. Tu sais, la famille qui aide la famille. J'ai éclaté d'un rire incrédule. Tu veux de l'argent? J'ai pensé que 50 000 € suffirait. Pour couvrir les dettes, la voiture, un acompte pour déménager. Ça ne semble pas tant que ça pour quelqu'un avec une entreprise prospère. Tu es complètement déséquilibré. Ah oui, parce que j'ai toujours ces captures d'écran, celles que j'ai gardées quand tu m'importunais. Je conserve tout, Alaric, et je suis sûr que Pauline ne les a pas vues. J'imagine qu'elle ne connaît pas ton passé. Ce que tu as fait à ta cousine de 15 ans. Le choc émotionnel a été brutal. 13 ans à construire une nouvelle vie, et elle réapparaissait, prête à tout détruire. Pauline ne te croirait pas, ai-je réussi à dire en respirant profondément. Bien sûr que si. Je suis très convaincante et j'ai 2 enfants à nourrir. Rien à perdre. Toi, en revanche, tu as beaucoup plus en jeu. Une entreprise florissante, une belle maison, une fiancée charmante. Ce serait dommage que tout s'effondre. Va au diable. 50 000 avant la fin du mois. Sinon, j'envoie tout à Pauline, à tes partenaires et à quiconque pourrait s'intéresser à la véritable histoire d'Alaric Torres. C'est à toi de décider. Elle a raccroché. Je suis resté à regarder l'écran, les mains tremblantes. Après tant d'années à avancer seul, après avoir trouvé une femme qui m'apportait la paix, Iseult revenait pour tenter de tout gâcher pour 50 000 €, simplement parce qu'elle avait pris de mauvaises décisions et choisi 2 pères irresponsables pour ses enfants. Je n'ai rien dit à Pauline, convaincu qu'Iseult bluffait. 3 jours plus tard, Pauline est rentrée tôt du travail. J'étais dans le garage en train de réparer un ordinateur portable quand elle est entrée. Son expression m'a glacé, un mélange de répulsion, de surprise et de quelque chose de plus difficile à déchiffrer. Pauline, attends. Elle a levé son téléphone. Une certaine Iseult m'a envoyé ça, a-t-elle dit d'une voix dure. Des captures d'écran de prétendus messages où tu l'importunais quand elle avait 15 ans. C'est faux. Tout est faux. Cette femme ment. Elle a dit que tu dirais exactement ça, que tu fuis depuis des années, que ta famille t'a tourné le dos pour ce que tu as fait. C'est parce qu'elle a tout inventé. Je n'ai jamais envoyé ces messages. Je ne lui ai jamais rien fait.
Elle a menti pour couvrir ses propres agissements et maintenant elle veut me faire chanter. Le visage de Pauline n'a pas changé d'un millimètre. Tu n'as jamais mentionné que tu avais une cousine. Tu n'as jamais dit qu'on t'avait mis à la porte à 17 ans. Tu n'as jamais parlé de tout ça. Parce que c'était des mensonges. J'ai passé 12 ans à construire une vie loin de cet environnement toxique et de cette manipulatrice. Elle a levé la main. Arrête ta version tout de suite. Elle a secoué la tête avec un mélange d'incrédulité, de méfiance et une rage si contenue qu'elle semblait faire trembler ses doigts. C'était un geste lent, presque mécanique, comme si elle essayait de traiter quelque chose qu'elle se refusait à accepter. Tu sais quoi? A-t-elle finalement dit. J'ai toujours su qu'il y avait quelque chose de bizarre, quelque chose qui ne collait pas. Je sentais que tu cachais des choses, qu'il y avait des parties de ta vie où tu ne me laissais jamais entrer. Mais je n'aurais jamais imaginé que ce serait ça. Je n'aurais jamais pensé que tu irais aussi loin. Tu préfères la croire elle plutôt que moi. Non, ai-je répondu, en me forçant à garder une voix stable. Il ne s'agit pas de la croire elle. Je crois aux preuves, pas à tes excuses. Elle m'a regardé comme si je l'avais trahi de manière irréparable, comme si chaque mot était un coup qu'elle ne s'attendait pas à recevoir. Quelle preuve? A-t-elle lâché avec un rire amer. Des captures d'écran inventées que n'importe qui peut fabriquer en 5 minutes. C'est sur ça que tu te bases pour me juger. Tu ne parles même pas à ta famille, tu ne mentionnes personne. Tu ne parles jamais de ton enfance ni de ton passé. Tu te tens chaque fois que quelqu'un demande où tu as grandi. J'ai toujours pensé que c'était des problèmes familiaux, quelque chose de douloureux que tu préférais éviter, mais ça. Elle a reculé d'un pas comme si elle avait besoin de garder ses distances. Ça explique tout. Son regard était celui de quelqu'un qui voit soudain un inconnu là où il y avait auparavant un partenaire de vie. 2 ans ensemble réduits à la suspicion et au vide. Pauline, ai-je dit en respirant profondément. Si tu ne me fais pas confiance, alors il n'y a plus rien à dire. C'est fini. Un instant de silence. Douloureux, froid, final. Je suis fatigué, a-t-elle répondu d'une voix brisée qui tentait de paraître ferme. Pour moi, c'était déjà terminé depuis longtemps. Je ne voulais juste pas l'admettre. Elle a retiré sa bague de fiançailles avec une lenteur qui pesait plus qu'un cri. Elle l'a posée sur l'établi, juste là où je réparais des choses qui avaient besoin d'être arrangées. Ironie du sort, nous n'avions plus rien à réparer. Il y a toujours eu quelque chose de bizarre en toi, a-t-elle murmuré. Quelque chose de cassé, quelque chose que j'ai essayé d'ignorer parce que je voulais croire en toi, mais je ne peux plus. Je ne vais pas me marier avec quelqu'un capable de ça. Je ne suis capable de rien, ai-je répondu, sentant une chaleur monter dans ma gorge. Je n'ai absolument rien fait. C'est ce qu'ils disent tous, a-t-elle chuchoté sans me regarder. Elle a fait demi-tour et s'est dirigée vers la sortie sans regarder en arrière, comme si la décision était déjà scellée avant même qu'elle n'entre. Chaque pas était un écho contre le mur du garage, un compte à rebours vers la fin. Je viendrai chercher mes affaires demain. Ne sois pas là. Elle a fermé la porte et, comme ça, elle a disparu. Je suis resté debout, seul, tenant cette bague qui conservait encore la chaleur de ses mains. C'était comme si j'étais redevenu ce garçon de 17 ans injustement accusé, sans droit de s'expliquer, sans pouvoir se défendre, réduit à l'impuissance absolue. Mais je n'étais plus un adolescent perdu, j'étais un adulte fatigué que d'autres écrivent son histoire pour lui. Cette nuit-là, j'ai fait ce que j'aurais dû faire 13 ans plus tôt, commencer à construire ma défense, brique par brique, vérité par vérité. Je suis allé droit à l'essentiel. J'ai vérifié tous les enregistrements électroniques que je conservais encore de 2010, des fichiers que j'avais gardés par pure habitude, presque par instinct de survie, mouvements bancaires, reçus numériques, transactions qui montraient où j'avais été chaque jour. C'était comme parcourir une version oubliée de moi-même. Ensuite, je suis passé à l'étape suivante, enquêter sur Iseult. Je n'ai pas eu à chercher bien loin. Ces réseaux sociaux étaient une carte ouverte de sa vie. Facebook et Instagram étaient entièrement publics, comme si elles ne connaissaient pas ou ne se souciaient pas de la valeur de la vie privée. J'ai passé des heures à examiner d'anciennes publications, des photos mal éclairées, des stories à la une qui semblaient sorties d'une collection de drames personnels. Toute sa vie était exposée en images soigneusement sélectionnées, montrant ce qu'elle voulait que le monde voie, pas ce qu'elle était vraiment. Parmi ces photos, j'ai trouvé ses 2 enfants,
Camille, 6 ans, et Isée, 4 ans. Des noms de familles différents, des pères différents. Les personnes identifiées dans de vieilles publications étaient 2 hommes complètement différents l'un de l'autre. L'un avait l'apparence de quelqu'un qui vivait entre excès et décisions impulsives, des tatouages mal faits, une boisson bon marché toujours à la main. L'autre était un aspirant artiste de la scène locale avec un compte abandonné depuis des années, rempli de vidéos de mauvaise qualité. Les publications d'Isolt racontaient une histoire répétée jusqu'à l'épuisement, mère célibataire luttant contre un monde injuste, emploi à temps partiel, plainte constante sur la dureté de la vie, allusion à des factures impayées, loyer en retard, avis d'expulsion qu'elle publiait entre des larmes virtuelles avant de les effacer en quelques heures. C'était un cycle prévisible, presque programmé. J'ai fait des captures d'écran de tout, mais le plus frappant n'était pas les détails superficiels, mais le schéma sous-jacent, une machine de manipulation émotionnelle parfaitement calibrée. À chaque fois, une nouvelle crise, un drame différent, toujours avec elle comme victime absolue et les autres comme des bourreaux injustes. J'ai même trouvé des publications de 2019 où elle affirmait que son ex-mari la maltraitait financièrement parce qu'il ne payait pas ses cartes de crédit après le divorce. Pour elle, tout était la faute de quelqu'un d'autre, jamais sa propre responsabilité. J'ai sauvegardé chaque preuve, en l'organisant par date et par type, comme si je constituais un dossier pour le tribunal. Ensuite, j'ai appelé mon vieil ami Olivier, un génie de l'informatique qui me devait encore une faveur pour l'avoir recommandé à son premier emploi sérieux. Je savais qu'il pouvait voir des détails qui passeraient inaperçus pour la plupart des gens. J'ai besoin que tu examines des fichiers, lui ai-je dit. De prétendues captures d'écran de 2010. Je veux prouver qu'elles sont fausses. Une analyse forensique. Parfait. Envoie-les-moi. Je lui ai envoyé exactement les mêmes captures qu'Isolt avait données à Pauline, identiques à celles qui avaient détruit ma réputation auprès de mes parents 13 ans plus tôt. Olivier m'a appelé 3 jours plus tard, à l'endroit au but. Mec, c'est falsifié jusqu'à la moelle et de manière maladroite en plus, je te montre. Il a partagé son écran et a commencé à pointer des erreurs si évidentes que j'étais surpris de ne pas les avoir vues avant. Regarde ça, a-t-il dit en agrandissant l'image. Le format de la date en 2010, les iPhones utilisaient une teinte de gris différente et une police légèrement différente. Ça, c'est le style d'un système d'exploitation sorti en 2015. Puis il a zoomé sur une autre partie. Ici, l'icône de la batterie. Ce design n'existait pas en 2010. Que vois-tu d'autre ? Ai-je demandé, sentant pour la première fois depuis des jours une lueur de soulagement. Le numéro de téléphone. Tu as dit que c'était ton ancien numéro, eh bien, ça ne correspond pas à la façon dont le système enregistrait les contacts à l'époque. Ça ressemble à quelque chose de tapé à la main dans un générateur de faux messages. Ça ne vient pas d'une liste de contacts réels. Il a continué à énumérer des failles techniques que la plupart des gens ne remarqueraient jamais. Peux-tu mettre tout ça dans un rapport détaillé ? Ai-je demandé. J'y travaille déjà. Je t'envoie une analyse complète avec des annotations demain. Ça tiendrait même dans un procès civil. Parfait. Merci, Olivier. De rien. La personne qui a essayé de te piéger était une amatrice. Elle a laissé des traces partout. J'avais tout ce qu'il fallait pour la détruire. Des preuves, une chronologie, des témoignages indirects, tout. Mais j'ai appris quelque chose d'essentiel sur la vengeance. Les preuves seules n'ont pas toujours d'impact. Elles sont plus puissantes lorsque ce sont les personnes elles-mêmes qui s'enfoncent avec leurs propres mots. Il me fallait qu'Isolt dise la vérité de sa propre voix. J'ai donc fait des recherches sur la loi française concernant l'enregistrement. C'est complexe, mais pour prouver un délit comme le chantage, un enregistrement peut être une pièce cruciale, même s'il est obtenu sans le consentement de l'autre partie. La menace que cela représentait était suffisante. Parfait. Je suis allé dans un magasin d'électronique et j'ai acheté un enregistreur minuscule en forme de stylo, son clair, batterie de 8 heures, design discret. Je l'ai testé encore et encore, plus d'une douzaine de fois, jusqu'à être sûr qu'il capterait chaque mot sans faille. Puis j'ai passé une semaine entière à planifier comment approcher Isolt sans éveiller les soupçons. Il fallait qu'elle se sente en confiance, qu'elle se détende, qu'elle parle. Et cette fois, je ne comptais laisser aucun détail au hasard. Je voulais qu'Isolt croie qu'elle avait le contrôle, qu'elle sente qu'elle avait l'avantage, qu'elle pense m'avoir acculé. C'est seulement ainsi qu'elle baisserait la garde,
qu'elle parlerait librement et admettrait ce qu'elle avait fait sans se rendre compte que chaque mot serait enregistré. Mon objectif était simple, qu'elle révèle elle-même toute la vérité, puis utiliser cet aveu pour en finir avec elle de manière définitive. Mais avant cela, je devais passer un appel. J'ai utilisé un téléphone prépayé. Je ne voulais pas qu'elle ait accès à mon vrai numéro. Quand elle a répondu, sa voix était tendue, presque désespérée. « C'est Alaric », ai-je dit sans détour. « Nous devons parler. » De l'autre côté, j'ai entendu un soupir de soulagement. « Dieu merci. Ça veut dire que tu vas me donner l'argent ? Rencontrons-nous demain au bistrot des amis, celui sur la rue de la République, à midi. Et viens seul. » Pourquoi seul ? Parce que tu veux l'argent. Je pouvais presque la sentir sourire. J'y serai. Je suis arrivé 30 minutes en avance. J'ai choisi une table dans le coin du fond où le bruit ambiant était assez bas pour que l'enregistreur capte tout sans problème, mais assez élevé pour que personne à proximité ne comprenne la conversation. J'ai posé un stylo avec un micro caché sur la table, comme un simple objet pour prendre des notes. J'ai appuyé sur le bouton d'enregistrement et j'ai attendu. Iseult est apparue à 12h05. Le temps n'avait pas été tendre avec elle. Celle qui fut autrefois la star du lycée semblait maintenant usée, avec une fatigue profonde gravée sur son visage. Elle s'est assise en face de moi, m'observant avec méfiance. « Alors, tu as changé d'avis ?» a-t-elle dit sans perdre de temps. J'y réfléchis, ai-je répondu. Mais avant, j'ai besoin de comprendre pourquoi tu fais ça maintenant, après 13 ans. Elle a haussé les épaules avec un désintérêt total. Je te l'ai dit, je suis ruiné. 2 enfants, des boulots de misère, aucun soutien. Toi, tu vas bien financièrement, ça me semblait logique. Et comment en es-tu venu au chantage ? Un petit sourire arrogant a traversé son visage. J'ai toujours su où étaient ces captures d'écran. J'avais pensé les utiliser avant, mais je n'en ai jamais eu le courage. Et puis j'ai vu que ton entreprise marchait bien. Je me suis dit, pourquoi pas ? Après tout, tu me dois bien quelque chose. Je te dois quelque chose ? Ai-je demandé, gardant un visage impassible. Bien sûr, j'ai porté la culpabilité de ce qui s'est passé pendant 13 ans. Ça vaut bien quelque chose, non ? L'enregistreur captait chaque syllabe. Je ne montrais toujours aucune émotion. Et comment as-tu fait ces captures d'écran ? Elle s'est calée dans son siège, clairement heureuse de parler d'elle. Ça avait toujours été son point faible. Une fois qu'on la laissait s'étendre, elle ne savait plus se taire. Il y avait une application, a-t-elle expliqué. Elle permettait de créer de fausses conversations. J'ai passé environ 2 heures cette nuit-là à tout ajuster pour que ça paraisse réel. C'était presque amusant, d'une manière tordue. Ça a dû être compliqué, à 15 ans, ai-je dit. J'étais terrifié, a-t-elle admis sans rougir. On m'avait surprise avec un garçon et je savais que mes parents allaient me tuer, me prendre mon téléphone, le volet, tout. Il me fallait quelque chose de gros pour détourner leur attention. Et tu étais là. Elle a fait une pause et m'a regardé comme si de rien n'était. Ne le prends pas personnellement. Ça aurait pu être n'importe qui. Tu étais juste au mauvais endroit, au mauvais moment. J'ai dû contrôler mes mains pour ne pas serrer le poing. Et ça ne t'a jamais importé ce que ça m'a causé. Pas le moins du monde. Elle a détourné le regard. Parfois, je suppose. Mais regarde-toi, tu vas bien. Mieux que bien. Alors au final, ça a marché. J'ai été sans abri à 17 ans, ai-je répondu. Elle a claqué la langue, agacée. Mais tu ne le es plus. Tu as surmonté ça. Désolé si ça a l'air méchant, mais tu as réussi. Tu devrais me remercier. Toute cette souffrance t'a sûrement rendu plus fort. Elle s'est penchée vers moi avec exaspération. Je n'ai pas le temps pour tes drames. Tu vas me donner les 50 000 ou non ? C'est le chiffre que tu as exigé, ai-je répondu. Exact, a-t-elle dit. Et si tu ne paies pas, alors Pauline recevra d'autres captures, et tes partenaires aussi. Je pourrais même porter plainte. Tu sais, faire semblant que je suis enfin prête à parler de ce que tu m'as fait il y a 13 ans. Ce discours se vend très bien ces derniers temps. Tu mentirais à la police ? Ai-je demandé. J'ai déjà menti à tout le monde.
Qu'est-ce qu'un mensonge de plus? S'est-elle moquée. Et personne ne te croirait. Une mère célibataire avec 2 enfants contre un type au passé suspect et sans famille. Tu finirais sur le fichier des délinquants. Je serais une survivante aux informations. Chaque mot était de l'or pour l'enregistrement. Et tes enfants? Ai-je demandé. Tu veux vraiment leur apprendre que le chantage est acceptable? Mes enfants sont la raison pour laquelle je fais ça, a-t-elle dit sans hésiter. Je suis sur le point d'être expulsée à nouveau. Je me fiche des leçons de morale. Je ferai n'importe quoi. Donc tu as détruit ma vie à 15 ans et tu veux le refaire maintenant que tu en as 30. Sans remords. Ça m'embête de devoir le faire, a-t-elle répondu, mais pas de le faire. Il y a une différence. Je me suis adossé à mon siège et j'ai croisé les bras. Et que se passerait-il si je pouvais prouver que tout était un mensonge? Son sourire a vacillé. Tu ne peux pas. Et si j'avais une analyse forensique? Des preuves que les captures ont été fabriquées. Toutes tes erreurs. Chaque détail. C'était il y a 13 ans. Personne ne s'en soucierait. Les tribunaux, si, ai-je répliqué, surtout quand ils découvriront que tu commets un chantage en ce moment même. Un délit grave. 3 à 5 ans de prison, Iseult. Si je décide de déposer une plainte. Tu ne le ferais pas, a-t-elle murmuré. Essaie pour voir. Je me suis penché en avant. Voici tes options. Premièrement, tu publies des aveux complets sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, tout. Tu expliques comment tu as fabriqué les conversations, comment tu as menti, comment tu as détruit ma vie pour sauver la tienne. Avec des excuses publiques. Elle a secoué la tête avec fureur. Jamais de la vie. Deuxième option, ai-je continué. J'utilise tout ça, l'enregistrement, tes menaces, tes aveux. Je dépose une plainte pour diffamation, préjudice moral et perte de revenus. Je te ruine légalement pour les 10 prochaines années. Son visage a perdu toute couleur et moi, pour la première fois depuis longtemps, j'ai senti que je reprenais enfin le contrôle. Quand j'ai ouvert la bouche pour parler, je l'ai fait avec la tranquillité de quelqu'un qui attend ce moment depuis des années. C'était un calme ferme, presque glacial, qui contrastait totalement avec le chaos qui se dessinait sur son expression. Je vais déposer une plainte pénale pour chantage, ai-je dit lentement, laissant chaque mot la frapper. Et j'enverrai aussi tout ce matériel à l'aide sociale à l'enfance. Ils doivent savoir qui s'occupe de ces enfants. Si tu décides de continuer, je m'occuperai de démanteler ta vie sans que ma main ne tremble. Je le ferai si méticuleusement que tu finiras par souhaiter n'avoir jamais prononcé mon nom. La transformation sur son visage fut instantanée. L'assurance avec laquelle elle avait essayé de m'intimider s'est évaporée comme si quelqu'un avait appuyé sur un interrupteur. Il ne restait aucune trace des stratégies qu'elle utilisait toujours pour manipuler. Il n'y avait que de la confusion, de la peur et un désespoir croissant. Alaric, a-t-elle murmuré comme si cela pouvait arrêter quelque chose. Tu ne comprends pas. J'ai continué avec la même sérénité. Ce sont tes seules issues. Soit tu publies les aveux, tu fais face aux conséquences devant tes amis, ta famille et quiconque les lira, et chacun continue sa vie sans se croiser. Soit tu décides de te battre et je te promets que tu passeras les 13 prochaines années empêtré dans des problèmes juridiques. Je m'assurerai que chaque procédure soit longue, fastidieuse et dévastatrice. Tu aurais dû penser à tes enfants avant d'essayer de jouer avec ma vie et celle des miens. Elle a commencé à trembler et j'ai su que cette fois, ce n'était pas une comédie. Il n'y avait pas la moindre trace de ces larmes calculées avec lesquelles she had deceived everyone 13 years earlier. This time it was real fear, raw, exposed. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? A-t-elle demandé, presque à bout de souffle. Que tu acceptes la réalité? Ai-je répondu. En ce moment, tu es complètement acculé. Tu n'as aucune marge de manœuvre. Pendant plusieurs longues secondes, nous n'avons entendu que le son lointain des assiettes et des conversations dans le restaurant. Puis, finalement, elle a cédé. D'accord, a-t-elle dit d'une voix tremblante. Je le publierai aujourd'hui. Non, ai-je répliqué. Tu vas l'écrire maintenant, ici, sur ton téléphone, et tu vas le publier avant que je ne sorte par cette porte. Et il vaut mieux que ce soit exhaustif, clair et sans aucune excuse déguisée en repentance infantile. Pas de « j'étais jeune,
j'étais confuse. Tu assumes tout. Sans nuance. Avec une maladresse évidente, elle a sorti son téléphone. Elle a même eu du mal à le déverrouiller. Puis elle a commencé à écrire. Je me suis installé dans ma chaise, attentif à chaque mouvement. Ce furent 20 minutes éternelles pendant lesquelles je l'ai vu effacer, réécrire, soupirer, poser le téléphone sur la table pour essuyer ses larmes et réessayer. De temps en temps, elle me montrait une partie et je lui indiquais où elle devait développer, quel détail manquait ou quelle phrase tentait d'atténuer sa responsabilité. Je lui ai tout fait corriger jusqu'à ce que ce soit un aveu complet, direct et sans échappatoire. Finalement, les mains tremblant si fort qu'elle pouvait à peine tenir le téléphone, elle m'a montré le brouillon. Publie-le, ai-je ordonné. Alaric, mes amis vont lire ça. Ma famille. Publie-le, ai-je répété sans élever la voix. Elle a appuyé sur l'écran avec son pouce. La publication est devenue publique instantanément sur Facebook. Puis, presque sans que je le lui demande, elle l'a mise sur Instagram. J'ai allumé mon propre téléphone et j'ai pris des captures d'écran de tout, l'aveu complet, l'heure exacte, tous les détails nécessaires pour conserver la preuve. Il manque encore quelque chose, ai-je ajouté. Elle a levé les yeux avec l'expression de quelqu'un qui a déjà perdu tout espoir. Tu vas envoyer cette publication à mes parents, aux tiens et à toute la famille. Je veux que tu t'assures que tout le monde ait un accès direct à ce que tu viens d'admettre. Alaric, s'il te plaît. Fais-le, ai-je dit d'un ton ferme, où je commence à appeler des avocats d'ici même. Elle a obéi, a créé un groupe familial, a collé le lien et l'a envoyé. La réaction a été immédiate. Des messages arrivaient les uns après les autres, tous chargés de surprise, de colère et de déception. Je pouvais entendre les vibrations de son téléphone sans arrêt, comme si les notifications voulaient s'échapper de la table. Je peux partir maintenant ? A-t-elle demandé, cette fois en pleurant pour de vrai, complètement vaincue. Je me suis penché un peu vers elle. Une dernière condition. Si tu me recontactes, ne serait-ce qu'une seule fois, je dépose une plainte. Si tu tentes de te rétracter, d'affirmer que je t'ai forcé, de changer l'histoire, de l'adoucir, de la manipuler ou de te victimiser, j'ai cet enregistrement. J'ai tout ce que tu as dit et je te jure que je vais ruiner ta stabilité d'une manière si profonde que tu auras besoin d'une thérapie juste pour te souvenir de ce que c'est que de vivre sans peur. C'est clair ? Elle a hoché la tête avec un mouvement minime, presque imperceptible. Très clair, a-t-elle murmuré. Bien, va-t'en. Elle a pris son sac comme si elle avait touché quelque chose de brûlant et est sortie en courant. Je suis resté assis quelques minutes de plus, observant les commentaires apparaître les uns après les autres sur ses publications. C'était comme assister en temps réel à l'effondrement de la fausse version qu'elle avait construite pendant plus d'une décennie. Mon oncle a écrit, « Comment as-tu pu faire une chose pareille ? Ma tante, je n'aurais jamais pensé que tu mentirais sur quelque chose d'aussi grave. » Ma mère a demandé où j'étais. Quelqu'un a le numéro d'Alaric ? J'ai besoin de lui parler. Même des amis proches d'Isolt l'interpellaient durement. Elle l'a traité de manipulatrice, d'irresponsable, d'égoïste. Et à ma grande surprise, j'ai ressenti un soulagement net, profond, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis 13 ans. J'ai payé l'addition, j'ai rangé l'enregistreur et je suis sorti du restaurant en me sentant plus léger que jamais. En moins d'un jour, les aveux s'étaient répandus partout. Notre famille, les connaissances du village où nous avons grandi, les amis des amis, l'entourage d'Isolt. Les captures d'écran circulaient comme une traînée de poudre. Quand son employeur l'a appris, il n'a pas tardé à agir. Apparemment, les instituts de beauté ne veulent pas de réceptionnistes associés à de fausses accusations aussi graves. Ils l'ont licencié au bout d'une semaine. Son propriétaire l'a vu aussi. Elle avait déjà 3 mois de loyer en retard et les aveux ont suffi pour qu'il officialise l'inévitable. Ordre d'expulsion en moins de 7 jours. Ses amis, les mêmes qui l'avaient soutenu pendant des années, ont commencé à l'abandonner. Ses parents, mon oncle et ma tante, ont publié une déclaration ouverte, des excuses publiques à mon égard, admettant qu'ils avaient échoué, qu'ils m'avaient laissé seul. Pourtant, même si j'appréciais les excuses, il était tard, très tard. Mes propres parents ont également tenté de me contacter. Je n'ai pas répondu. Ils ont laissé plusieurs messages vocaux. Ma mère en pleurs, suppliant que je les appelle. Mon père disant pour la première fois qu'il avait échoué en tant que père.
C'était étrange de l'entendre, d'une certaine manière réconfortant, mais en même temps vide. Une confirmation qui arrivait plus d'une décennie trop tard. Ils m'avaient abandonné quand j'avais le plus besoin d'eux. J'ai effacé tous les messages sans même y penser à 2 fois. Pauline est apparue chez moi 4 jours après que les aveux d'Isolt soient devenus viraux. J'étais dans le garage. Alaric, a-t-elle dit à voix basse. J'ai vu les aveux d'Isolt. Je regrette. J'aurais dû t'écouter. J'aurais dû te croire. Je sais que c'est du passé, mais pouvons-nous parler? Je me suis retourné calmement. Parler? Ai-je répondu. Tu as été très clair sur ta position. Je me suis trompé, a-t-elle insisté. Je veux arranger ça. Tu as jeté 2 ans à la poubelle parce qu'une inconnue t'a envoyé des captures d'écran, ai-je dit. Tu l'as cru sans rien remettre en question. Pourquoi penserais-je à arranger quelque chose comme ça? Parce que tu m'aimes? A-t-elle murmuré. Je t'aimais, au passé. Elle est restée là, immobile. Tu ne peux pas revenir quand tu te rends compte que tu as tout gâché, ai-je continué. Les décisions ont des conséquences. Alaric, a-t-elle murmuré mon nom entre 2 sanglots. Pauline. C'est fini. Je n'ai pas levé les yeux. Après quelques minutes, j'ai entendu le son métallique de la bague heurtant l'établi. Puis ses pas s'éloignant et la porte se fermant doucement. L'ironie de tout cela était que, grâce aux aveux d'Isolt, les personnes qui ont vraiment payé les conséquences furent ses enfants. L'aide sociale à l'enfance a reçu un signalement anonyme. Ils ont fait une visite à domicile et ont découvert qu'elle était sur le point d'être expulsée, sans emploi et sans moyen de subvenir à ses besoins. Les enfants ont fini temporairement chez leurs grands-parents pendant qu'elle essayait de remettre de l'ordre dans sa vie. Une semaine après le scandale, j'ai reçu un très long courriel de mon oncle, des excuses, des justifications, des mots vides. Il disait qu'ils aidaient Isolt avec les enfants, qu'elle était dans une situation difficile et que si je pouvais contribuer financièrement, cela aiderait à guérir la famille. J'ai tellement ri que j'ai failli renverser ma chaise. Ces mêmes personnes m'avaient mis à la porte à 17 ans et maintenant, ils voulaient de l'argent pour elle. Évidemment que non. 6 mois plus tard, ma vie avait pris un nouveau rythme, stable. L'entreprise d'électronique fonctionnait toujours sans problème. Tout ce que je savais d'Isolt venait de commentaires de tiers. Sa situation était un désastre complet, sans travail, sans appartement, vivant chez ses parents à 29 ans, incapable de récupérer ses enfants parce qu'elle ne pouvait pas se payer un logement. Son nom était lié pour toujours à ses aveux publics. Elle a essayé de les effacer une fois, mais j'avais déjà sauvegardé des captures d'écran et je les avais renvoyées à chaque personne qui avait commenté. Je me suis assuré que la vérité ne disparaîtrait jamais. À cette même période, j'ai découvert un passe-temps qui a fini par changer mon cap, la restauration de voitures de collection. J'ai acheté une Chevrolet Chevelle SS de 1969 dans une vente de succession pour 12 000 €. C'était un tas de rouille, mais le châssis était intact. Je passais mes nuits dans le garage, pièce par pièce, à la reconstruire. C'était thérapeutique. Travailler sur quelque chose de détruit pour le rendre meilleur que jamais me semblait le reflet parfait de ce que j'avais vécu. Quand j'ai terminé la voiture 6 mois plus tard, je l'ai mise en vente sur un site d'enchères en ligne juste pour voir ce qui se passerait. À la clôture des enchères, la Chevelle s'était vendue pour une somme qui m'a laissé paralysé quelques secondes devant l'écran. Ce choc de réalité m'a fait revoir mes priorités. J'ai commencé à éplucher les annonces, à visiter de vieux entrepôts et à acheter des projets dans des états lamentables. En chacun, je trouvais un moyen de me concentrer, de libérer mes frustrations et de transformer quelque chose de détruit en quelque chose d'admirable. En moins d'1 an, j'avais transformé ce passe-temps en une deuxième source de revenus. Les gens ne posaient pas de questions sur mon passé. Ils voulaient juste savoir si je pouvais redonner vie à une voiture de collection. L'entreprise d'électronique a continué de croître et les restaurations ont commencé à financer des opportunités encore plus grandes. Peu à peu, ma vie a commencé à m'appartenir vraiment. Sans ombre du passé, sans dettes émotionnelles en suspens. À 31 ans, mes comptes s'élevaient à environ 1 100 000 €. Ce n'était pas une somme pour prendre ma retraite demain, mais c'était une tranquillité que je n'aurais jamais imaginé avoir. Cette liberté financière et émotionnelle n'est venue de personne. Aujourd'hui, je regarde en arrière sans rancune, mais avec une clarté absolue. Ma famille, Pauline et Isolt, sont tous devenus des chapitres clos.
La vie que j'ai maintenant est née de mes mains, de mes outils, de mes décisions. Il suffisait de démarrer le moteur de l'une de mes restaurations pour me rappeler que j'ai survécu, grandi et continué à avancer sans eux. Ils n'ont plus de place dans la vie que je construis aujourd'hui. La seule compagnie dont j'ai besoin est le rugissement du moteur d'une voiture de collection fraîchement terminée et la certitude absolue que tout ce que je possède est le fruit de mon propre effort. Et ça, plus que n'importe quelle vengeance, c'est la plus belle victoire que je pouvais remporter. Cette histoire vous a plu? Laissez un commentaire et abonnez-vous pour soutenir la chaîne. D'autres histoires arrivent bientôt.